rappelle pas qu'il y a une liste sur ma table. Alors, qu'en est-il de la gestion des contractuels au niveau de l'enseignement supérieur? D'abord, ce n'est pas l'enseignement supérieur qui gère. Les contractuels sont gérés. Par un les contractuel enseignant oui. est dans une institution d'enseignement supérieur. D'ailleurs, je profite de cette question pour pouvoir faire la part des choses. Le ministère de l'enseignement supérieur a une mission fondamentale. Concevoir, élaborer et mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'enseignement, de recherche et d'innovation et d'en assurer le suivi. Au niveau de ce département, il y a des organismes publics autonomes, ce sont les universités. La gestion d'un enseignant est avant tout relève d'une institution d'enseignement supérieur. Donc à date, souvenons que j'ai gardé un dossier de contractuel. Ce que je peux dire à cet auditeur-là, pour qu'on puisse comprendre peut-être d'ici la fin, qu'il puisse vraiment dire c'est quoi le problème, parce que le dossier soit sur ma table ou pas, c'est quoi le problème lié à ce dossier de contractuel. Et que l'intéressé puisse vraiment repartir vers son institution d'origine pour poser le problème de contractuel au niveau de l'enseignement supérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de protocoles d'entente il y a quelques années avec le syndicat et l'enseignement supérieur ou en tout cas l'ensemble du gouvernement par rapport aux contractuels. La masse de contractuels qui existait à l'époque dans nos institutions avait été déjà engagée. À notre arrivée, aujourd'hui, l'enseignement supérieur est régi par certains textes qu'on ne peut pas changer de façon drastique. C'est-à-dire venir à l'université pour que ce soit un enseignant de l'enseignement supérieur, parce qu'il y a un enseignant à tous les niveaux du système éducatif, mais que ce soit un enseignant de l'enseignement supérieur, il faut d'abord être détenteur d'un doctorat. Donc ce problème se pose beaucoup. Donc il y a beaucoup de problèmes liés au dossier contractuel, mais je leur dirais d'abord de passer par l'institution d'origine. Ce sont les établissements qui doivent soumettre le dossier au département. Mais à date, comme je l'ai dit, je n'ai pas de dossier de contractuel. Cette deuxième question, Lamine, après je vous donne la parole. Chaque régime qui vient fait croire qu'il n'y a rien de fait avant. Est-ce que vous êtes consciente que ceux qui suivront pourraient vous faire le même reproche d'avoir ruiné les acquis sans rien changer fondamentalement? Je pense que vous l'avez constaté tout à l'heure dans mes propos, que je ne fais jamais mention que rien n'a été fait. Au contraire, il y avait de belles avancées au sein du département de l'enseignement supérieur, de belles réformes que nous avons continuées, que nous continuerons de porter, parce que l'administration, c'est une continuité et nous nous inscrivons dans ce sens. Nous faisons de la continuité, de l'innovation et nous apportons vraiment les réformes qu'il faut pour qualifier notre système. Une mauvaise lecture sur la bourse, l'octroi des bourses et leur utilisation. Qu'en est-il exactement? Question très très pertinente. Non, ce sont les auditeurs. Hein. Oui, question très pertinente de l'auditeur. On est en train d'interagir avec effectivement ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent également. Je comprends. Question très pertinente. C'est vrai qu'il y a eu au mois d'août dernier, le chef de l'État a vraiment posé un acte historique pour notre système d'enseignement, surtout pour les étudiants. Les deux décrets émanant de bourses, que ce soit la bourse interne, c'est-à-dire pour les étudiants en Guinée, et les bourses extérieures datent de 1987, avant ma naissance, et 1994. Donc, depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de revalorisation des bourses. Donc, le 12 août, par un décret du chef de l'État, il y a eu cette revalorisation historique, un fait marquant pour notre système. Vous l'avez dit que peut-être ça n'a pas été compris, mais de notre côté, après ce décret, nous avons fait un point de presse pour parler du contenu de ce décret. Nous avons fait des annonces, des vidéos. Nous avons réuni, avant la rentrée universitaire, tous les recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur pour bien comprendre et qu'on puisse vraiment comprendre de la même manière le contenu du décret. À côté, vu qu'il y a, après un décret du chef de l'État, il y a l'arrêté d'application. Nous avons pris aussi un arrêté d'application détaillant chacun des aspects de ce décret, chose qui a été faite aussi et vulgarisée. C'est vrai qu'il y a une mauvaise lecture aujourd'hui parce qu'on demande qu'il y a beaucoup de documents à fournir. On a revalorisé pour ensuite fatiguer. Je me dirais qu'il y a vraiment eu, comme vous l'avez dit, une mauvaise lecture. Ce que je peux dire aujourd'hui, cela va d'une volonté d'abord politique du gouvernement de revaloriser, de rehausser la bourse. La bourse en tant que telle, c'est une aide financière de l'État que l'État accorde à un étudiant qui vient dans une des institutions d'enseignement supérieur ou technique. Cette bourse, c'est pour aider l'étudiant à faire face à sa mobilité, c'est le transport, à sa nourriture, à ses besoins primaires. C'est pas des primes,
Ce n'est pas un salaire, c'est une aide financière que l'État accorde à un étudiant. Donc, à côté, il y a aussi des conditions. Et ça a d'ailleurs été rappelé dans l'arrêté. Il a institué en République de Guinée une bourse d'études et une bourse d'entretien. Et on a détaillé dans la lecture, tout est clair en fait dans la lecture. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de documents administratifs, mais ce que je voudrais dire, quand on doit aller à l'étranger, nous sommes prêts à fournir tous les documents demandés. Mais quand il s'agit de l'administration publique, nous trouvons des voies et moyens pour dire qu'il y a beaucoup à fournir. C'est quand même assez alarmant aujourd'hui de s'apercevoir... On pense même que c'est fait pour décourager. Au contraire. Cela, c'est pour encourager, au contraire, pour qualifier davantage. Il ne faut pas vouloir du changement et ne pas être dans ce changement. Les mêmes causes, je le répète toujours, que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, d'accord? Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui qu'on veut qualifier le système en refaisant les mêmes choses. Nous ne pouvons pas dire qu'on a revalorisé et qu'on va continuer à distribuer ce montant. Je vais vous dire une chose. Nous avons pris tellement de mesures fortes pour pouvoir implémenter cette revalorisation pour que l'étudiant qui a quitté ZOR pour Conakry puisse percevoir lui et lui seul cette aide financière que l'État lui accorde. C'est pourquoi tous ces documents et tout le circuit administratif pour l'obtention. Et à côté de cela, nous avons voulu aussi parallèlement faire la biométrie pour connaître l'effectif, pour assainir. C'est pas encore fini jusqu'à présent, la biométrie? On parle de près de 80 000 étudiants. Et c'est un long process. La biométrie a déjà débuté le 14 novembre et va s'étaler jusqu'au 24 décembre et toucher toutes les institutions. Ça permettra cette fois-ci de contrôler le personnel au niveau... Pas le personnel enseignant, c'est surtout d'abord les étudiants. Ouais, l'effectif. J'allais dire. D'assainir, de connaître aujourd'hui réellement est-ce qu'un étudiant qui a été orienté à Cancan est vraiment à Cancan et il perçoit après sa bourse à Cancan. Ça nous permet de faire l'assainissement, mais aussi de faire la reddition des comptes. D'accord, Monima Sissé, on va progresser. Voilà, ok, enfin. Oui, mais pas enfin, vous avez eu la chance de poser... Une seule question. Mais Madame a bien profité de cette belle tribune qui lui a été offerte sur le plateau d'or. Alors, très rapidement, je vous pose 2-3 questions, madame. Par rapport, si vous pouvez noter, d'abord par rapport au budget, je le disais tout à l'heure, il y a une ligne budgétaire dans les universités consacrée à la recherche et donc qui a été ramenée au ministère, ça c'est avant vous. Et aujourd'hui, quand vous échangez avec les responsables des universités, certainement que vous-même vous en avez subi. Et donc on dit que la recherche devient un peu compliquée dans les universités. Est-ce que vous allez ramener la gestion de cette ligne-là dans les universités et renforcer les moyens de contrôle de l'exécution de cette ligne? C'est la première question. La deuxième question, c'est la qualité de l'éducation va de soi avec la rémunération des enseignants. Vous avez parlé tout à l'heure de la formation des enseignants. Et il y a un décret et un arrêté, il y a une proposition d'arrêté qui avait été imaginée par l'ancienne équipe. Est-ce que à Caen, l'arrêté accordant des primes aux maîtres de conférences et aux professeurs titulaires, parce que ce n'est pas le cas, donc ça n'encourage pas dans les universités. La dernière question. Oui, permettez-moi. La dernière. Oui, alors, à propos du financement des masters et doctorats, qui est très très apprécié d'ailleurs, il faut le reconnaître. Mais ça crie. Oui, ça crie, d'accord. Oui, vous avez affirmé avec... Allez-y. Oui. Je pose des questions, c'est bon. Oui, vous avez déjà posé deux. Oui, mais vous laissez les commentaires, vous posez les questions. Je n'ai pas fait de commentaires depuis que vous avez dit c'est lui qui a fait les commentaires. Non, vous avez dit ce qui est déjà apprécié. C'est une appréciation. À propos du financement des masters et docteurs, très apprécié, j'insiste. Voilà. Vous avez affirmé avec insistance, madame la ministre, que les candidats âgés de plus de 45 ans ne sont pas concernés. Cette décision n'est-elle pas discriminatoire? Et qu'est-ce que vous allez faire pour bien évidemment satisfaire cette catégorie qui est aussi intéressée par cette politique?
Je me limite là, j'en avais beaucoup. 3 déjà. C'est fait pour ne pas que je pose beaucoup de questions. Mais vous en avez posé plus que tout le monde. Merci beaucoup. Toujours le mieux servi. Pour vos pertinentes questions. Allez-y. Merci beaucoup pour vos pertinentes questions, messieurs. Alors, la ligne mutualisée qui se trouvait dans les institutions aujourd'hui, c'est cette ligne mutualisée qui sert aujourd'hui ou qui a servi à mettre en place le programme dont je vous parlais, 1000 PhD, 5000 masters, qui appuie la formation. Le diagnostic de l'enseignement et de la recherche, qu'aujourd'hui, près de 80% des enseignants ne sont pas détenteurs de doctorat. Donc, c'est d'où l'initiative est venue de mutualiser la ligne recherche-formation au niveau des institutions pour former le maximum. Et voilà ce que nous en avons fait cette année. En cette année seulement, 2022, près de 800 enseignants vont bénéficier de ce financement. C'est énorme. Pour nous qui savons d'où nous venons, à hauteur de combien par enseignant? Ça dépend du profil. Ça dépend du profil. Il y a des zones géographiques. Il y a master en Guinée, master en Afrique, master en Europe, master en Asie, dans tous les pays. Dans tous les pays. Donc cette ligne a été mutualisée justement pour que cela puisse servir pour faire aujourd'hui un levier horizon 2030 pour que la majorité, la relève de l'enseignement supérieur soit assurée à travers la formation et la recherche. Donc la qualité de l'éducation par rapport à la rémunération, c'est vrai qu'il y a eu l'arrêté de 2017 qui avait été rapporté à l'époque parce que dans cet arrêté, on ne prenait pas en compte les assistants. Vu que l'enseignement supérieur, les postes de l'enseignement supérieur sont régis à 4 niveaux. Il y a l'assistant, le maître assistant, le maître de conférence et le professeur titulaire. Donc, ça prenait en compte les 3 et non les assistants. Donc, à cause de cela, il y a eu beaucoup de remue-ménage. L'arrêté a été rapporté. Mais aujourd'hui, très sincèrement, nous l'avons remis sur table. Nous sommes en pleine discussion avec tous les acteurs autour de cela pour voir un peu comment nous pouvons vraiment améliorer les conditions des enseignants dans nos établissements par la rémunération. Le dernier point, c'est le financement des masters et ceux-là qui ont été exclus. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à notre arrivée, au mois de janvier, nous avons réfléchi en réunion de cabinet. Nous avons posé le diagnostic. Qu'est-ce que nous voulons? Les étudiants, les enseignants dans nos institutions sont jeunes, ont pour la plupart moins de 45 ans. Et pour qualifier ce système, il faut vraiment pousser le maximum à aller vers le master et le doctorat, pour ceux-là qui n'avaient pas le master. Donc, sur à peu près 3030 enseignants de l'enseignement supérieur, 80% n'avaient pas le master ou le doctorat. Donc, il était urgent de capitaliser sur cette tranche d'âge-là. Mais, à côté, pour vous rassurer, c'est que ceux-là qui ont plus de 45 ans, dans l'arrêté, je l'ai dit, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans cette situation et même le syndicat, dans la rencontre, je leur ai expliqué. Si vous lisez bien l'arrêté, c'est que ça n'exclut pas forcément ceux de 45 ans parce qu'il y a le volet postdoctoral et il y a le postdoctoral, et il y a le volet recherche au niveau des unités de recherche. Donc, une institution supérieure aujourd'hui peut soumettre des projets à travers une unité de recherche où se trouvent ces enseignants de plus de 45 ans et qui peuvent bénéficier. Et d'ailleurs, pour se taper la candidature, ce volet aussi a été pris en compte et il y a certains qui vont être financés à travers cela. Donc, comme je l'ai dit, nous allons le traiter au cas par cas parce que ils ne sont pas nombreux. Si nous sommes contactés et que vraiment ces enseignants-là aujourd'hui sont en cours de finalisation de leur doctorat, sont en cours de finalisation de soutenance, nous sommes prêts à accompagner parce que cela qualifie notre système. Mais il y a des unités de recherche aujourd'hui dans les institutions d'enseignement ou dans les centres de recherche qui peuvent bénéficier de la... Et les bibliothèques, qu'est-ce que vous en faites dans les universités? Votre question est épuisée. Les bibliothèques qui sont très pauvres dans les universités. Il y avait aussi ce projet de... Elle a déjà compris parce qu'il reste 2 minutes là, monument. Allez-y. Oui, les bibliothèques. Les bibliothèques. Donc, déjà, au niveau des bibliothèques, c'est que nous voulons vraiment aller aussi vers la transition numérique. Je l'ai rappelé d'ailleurs dans la mise en place des espaces numériques de travail. Ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas, mais aujourd'hui, si vous avez 15 000 ouvrages électroniques, vous allez vous passer d'une bibliothèque physique. Non, ça peut se passer en intranet, ça peut se passer sans accès à l'Internet. Aujourd'hui, il y a des voies et moyens que nous sommes en train de déployer pour que cela soit une réalité à travers ne serait-ce que l'Intranet au niveau des institutions d'enseignement. On a parlé de l'enseignement supérieur, de la recherche, mais le département prend aussi encore l'innovation. Qu'est-ce que vous avez pu faire dans ce domaine précis? En une minute.
D'accord, très rapidement, la première chose qu'on a faite à notre arrivée, c'est de créer une direction générale de l'innovation qui va s'occuper de l'implémentation de l'innovation pédagogique, de l'innovation technologique et au niveau de la recherche dans toutes nos institutions. Le statut d'étudiant entrepreneur est piloté aujourd'hui par la direction générale de l'innovation. La mise en place des environnements numériques de travail dans nos institutions d'enseignement est pilotée. Mais ce qui va arriver au courant de 2023, c'est la mise en place des pôles vie, des pôles de valorisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans nos institutions. Vous êtes toujours là-bas. Si que je sois là ou pas, je pense que c'est une équipe qui travaille, comme je l'ai fait avec les autres institutions. Je pense que voilà, il y a de belles réformes engagées au niveau de l'innovation, donc qui sont très porteuses, où les résultats déjà sont très palpables aujourd'hui en fait. Oui, alors, la toute dernière question. Vous avez hérité d'une situation qui me paraît très préoccupante. Vous avez des étudiants, la 3e année par exemple, qui ne peuvent pas formuler une phrase. Quel mécanisme avez-vous aujourd'hui pour je ne sais pas, si c'est une mise à niveau ou c'est pas, ou vous préférez les accompagner pour justement vider et peut-être mettre d'autres... Laisser la place à d'autres. Alors, il faut quand même retenir que l'université forme en sciences, en technique et en technologie, pas en français ou en vocabulaire. Ça, c'est très, très important. Ouais. Le rôle fondamental de l'université, c'est que l'étudiant vient pour apprendre, pour avoir des connaissances et sortir avec des compétences. C'est vrai qu'il y a le niveau palpable, c'est très palpable, le niveau élémentaire en français et autres. C'est pourquoi le système éducatif aujourd'hui, nous travaillons vraiment en synergie pour changer la donne. Que dès l'école élémentaire ou le primaire, le secondaire, que vraiment les notions de base soient très très bien apprises, assimilées, et que l'enseignant à l'université ne soit pas là pour quand même corriger les fautes de français dans le cours de mathématiques ou encore dans le cours de biologie moléculaire. C'est la science, la technique et la technologie. Mais ça, c'est à la base. Mais ceux qui sont déjà à l'université, ceux qui sont déjà à l'université aujourd'hui, dans tous les programmes de formation, il y a les techniques de la communication, pas l'expression technique de l'expression et de la communication, effectivement. Mais à côté, je pense qu'il doit y avoir une forte volonté aujourd'hui de l'étudiant de pouvoir se former, l'apprenant de pouvoir apprendre. Le système LMD... Ils ne sont pas toujours conscients de leurs lacunes. Effectivement, le système LMD aujourd'hui est fait... Vous n'avez plus la parole. Le système LMD, je vais finir sur votre question. Le système LMD est fait de telle sorte que le temps d'apprentissage de l'étudiant en face de l'enseignant passe de 45 à 50 heures. Alors que pour un cours de 6 crédits, c'est d'un programme de formation, c'est 150 heures de formation. Il passe 50 heures en présentiel en moyenne avec l'enseignant. Les autres heures, l'étudiant doit apprendre. C'est le travail personnel de l'étudiant. Donc, ça doit lui permettre de renforcer certaines capacités en plus de ce qu'il apprend à l'université avec l'enseignant. Voici à la ligne d'arrivée. Bonsoir Condé. Depuis qu'elle est là, elle fait montre d'une grande ouverture d'esprit. Elle a donné du sens aux apprentissages avec méthode et rigueur, dynamisme, anticipation, persévérance et motivation. Je la félicite sincèrement. Adi Kamara du bureau de la communication du côté de la primature. Ce n'est pas de moi, Mouniouma Sissé. Non, je ne pouvais pas dire autrement aussi. Voilà, merci donc à vous, docteur, d'être passé dans cette émission. Merci pour cette occasion. Merci à Keita, Massouma, Habib Marwan Kamara. Lamine Mouniouma Sissé, toujours bagarreur avec le modérateur et Bouakar Sansobari. La régie, la technique, ça n'est donc terminé pour ce premier numéro de la semaine. On se reprendra demain mardi avec le même plaisir de vous servir. Portez-vous bien.